Postale, le magazine du voyage. Ce matin, direction la capitale de l'Irlande du Nord. Nous sommes à Belfast ce matin, une ville qui a beaucoup de charme. Encore faut-il prendre son temps pour la découvrir. Mais pour la découvrir ce matin, eh bien, je vous propose d'écouter Fanny Schwarzfeld, qui est mon invitée. Fanny, bonjour. Bonjour Léa. Fanny, vous êtes journaliste. Journaliste, alors vous avez la curiosité d'aller à droite, à gauche, tester des destinations et vous rapportez toutes ces informations sur votre site plaisirplace.com.fr. L'adresse a changé, mais le site n'en a gagné que de la qualité et de la bonne humeur. Voilà. Il y a beaucoup de choses sur tout ce qui peut faire l'objet de bonheur, de plaisir. Essentiellement. Et notamment les voyages. Et c'est pour ça que vous êtes avec nous ce matin. Vous avez testé Belfast pour Carte Postale de Judaïque FM. Alors Belfast, moi j'ai envie de vous dire tout de suite, je n'y comprends rien de la situation, mais où sommes-nous? En Irlande, pas en Irlande, dans le nord, dans le sud, à l'est, à l'ouest, je comprends rien. Alors c'est vrai, Léa, que c'est une situation qui demande à être un peu expliquée. Voilà, l'Irlande, en fait, est aussi appelée l'île d'émeraude, parce que sans faire de plagiat, c'est 50 nuances de vert. On en parlera tout à l'heure. C'est une vraie merveille. Alors, quand on regarde la planisphère, l'Irlande, elle est entourée par la mer d'Irlande, quand on la regarde sur la droite, et sur son côté est, et par l'océan Atlantique, quand on la regarde sur le côté ouest. Le nord-est de l'île fait face, globalement, à l'Écosse. Le sud-est fait face au Pays de Galles, 486 km, 275 km de large. Et dans son entité, je dis bien, on va tout de suite revenir à l'Irlande du Nord, bien évidemment, c'est 85 000 km², 1/7 de la France, et elle est donc partagée politiquement entre la République d'Irlande, l'EIRE, EIRE, et l'Irlande du Nord, l'Ulster, dont on va parler essentiellement aujourd'hui. Et Belfast, c'est la capitale de l'Ulster. Exactement. Et donc, l'Ulster fait partie du Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est pas facile, c'est vrai, parce que quand on va en Irlande, finalement, on se dit, je vais en Irlande. Or, c'est quand même très, très différent, puisque l'Ulster donc, est régi par les lois anglaises dans la plupart de sa quotidienneté, et donc n'a rien à voir avec la République. Est-ce qu'on peut dire qu'en gros, c'est les catholiques dans le nord et les protestants dans le sud, ou Alors, c'est un peu plus complexe en fait, non, c'est pas ça. C'est à peu près équivalent, puisque les chiffres, c'est du 48, 47, 48 pour les catholiques. Voilà. Maintenant, c'est équivalent. Et les tensions sont complètement apaisées, mais on va y revenir. Je voudrais simplement rappeler ici, une petite seconde, Léa, si vous le permettez, qu'on ne parle que de l'Ulster parce que l'EIRE a jugé bon d'exclure Israël des commémorations de l'Holocauste, ce qui est quand même un comble. Et donc, de toute façon, on ne pouvait pas en une demi-heure, bien sûr, parler de tout, mais que mon choix, bien évidemment, se porte sur Belfast, l'Irlande du Nord. Voilà. Parce que j'y suis allée, j'ai testé, j'ai vu de mes yeux vus des choses absolument magnifiques. Alors, l'Ulster, à peu près 15 000 km², 1 million d'habitants à la louche. Si compter, on y parle bien entendu l'anglais, mais aussi le gaélique, pour qui les Irlandais ont encore une grande affection. La monnaie est la livre sterling, le pound. Le régime politique, une monarchie parlementaire, avec une assemblée locale d'une centaine de députés. Et ce qui lui permet de profiter d'une semi-autonomie. Et le chef de l'État, eh bien, c'est Elisabeth II d'Angleterre. Eh oui, voilà, bien sûr. Donc, il faut bien se mettre ça dans l'idée. On est au Royaume-Uni, on est au Royaume-Uni lorsqu'on va à Belfast. Oui, tout à fait. Alors, un tout petit peu d'histoire. Est-ce que, on ne va pas non plus rentrer dans les détails parce qu'on en aurait pour trop de temps, mais est-ce qu'on peut rappeler les grandes lignes de l'histoire pour comprendre vraiment ce qui s'est passé sur ce territoire? Alors, au début de l'ère chrétienne, l'Ulster est le plus puissant des 5 royaumes qui composent donc l'entité irlandaise. Qui passe sous domination d'une famille catholique, la famille O'Neill, jusqu'à la conquête normande, puis anglaise. Et cette conquête, elle se ramollit au fil des siècles jusqu'à à peu près 1603, si bien que des colons anglais et écossais créent une minorité protestante
très puissante dans cette partie de l'île. En fait, depuis 1795, organisée au sein de l'ordre qu'on appelle l'ordre d'Orange, elle va s'opposer frontalement au mouvement nationaliste du Sud. Et en 1922, la province est amputée de 3 de ses comtés les plus catholiques et reste sous domination britannique. Et là, ce sont des guerres de religion incessantes. En fait, c'est ça. Jusque la fin du XXe siècle. Écoutez, on arrive finalement à un cessez-le-feu définitif en 1990. Enfin, il est énoncé en 97 et effectif en 1998. Finalement, c'était hier, quoi. C'était hier. Aujourd'hui, quand on arrive à Belfast, Fanny, est-ce qu'on sent encore une animosité entre ces deux, j'allais dire, ces rivaux, ces deux rivaux, les protestants, les catholiques? Est-ce qu'on sent encore ça? Écoutez, moi, je l'ai pas senti, mais on sent quand même aussi que Belfast a été très, très meurtri, très ensanglanté. Il y a eu des attentats, d'ailleurs, dans lesquels, par exemple, Mme Thatcher a failli perdre la vie. Il y a eu des choses absolument affreuses. Je crois que le 12 juillet 1972, il y a eu 22 bombes qui ont explosé à Belfast. Donc c'est quelque chose, on sent que le Belfastois est quand même très, très meurtri de ce qui s'est passé. Mais en fait, il passe. Ça y est, ça s'est terriblement apaisé. Mais c'est vrai que c'est une ville meurtrie et en ce sens-là, il y a des petites choses. Alors, une petite chose, par exemple, moi, je ne l'ai pas vécu parce que je ne suis pas allée au mois de juillet, mais au moment, vous savez, des marches traditionnelles orangistes, il y a, paraît-il, des petites tensions plus ou moins palpables, peut-être parfois un peu de provocation, mais ça n'empêche absolument pas les touristes de se rendre à Belfast à ce moment-là. Il y a simplement un petit peu d'embouteillage, c'est tout. Je veux dire, voilà. Mais c'est vrai qu'elle est très attachée à son histoire. C'est pas facile d'oublier. Avec une seule, on n'a qu'une génération finalement depuis la fin des hostilités. Il n'y a qu'une seule génération, c'est pas grand-chose. Petite génération en tout cas. Voilà. Alors donc Belfast, arrivons dans cette capitale. Quelle en est l'esthétique, l'atmosphère? On dit que c'est une ville qui n'est pas... c'est pas une ville très très belle parce qu'elle est industrielle, commerciale, etc. Mais elle a un certain charme. Elle a un certain charme. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, je ne sais pas si j'emploierais le mot charme, bien qu'il y ait des endroits qui sont charmants. Simplement, un petit rappel. Belfast, elle est classée parmi les 10 première destination touristique d'Europe, ce qui n'est quand même pas rien. C'est qu'il y a souvent des raisons. Alors c'est vrai que le style victorien, style Tudor, impose à ces villes quelque chose d'un peu austère, avec des gros bâtiments, souvent de la briquette, mais à côté de ça, vous avez des cathédrales avec des très jolis dômes. Enfin, il y a des espaces verts comme justement le jardin botanique qui vaut quand même qui est très réputé. On s'assoit dans l'herbe et puis on regarde et on admire le Palm House. C'est vrai que c'est très très joli. Mais c'est vrai que toutes ces villes du Nord, de manière générale, ne sont pas, on peut pas, c'est pas Venise, quoi. Oui, bien sûr. Voilà. Mais ça vaut quand même le coup d'y aller parce que d'abord on apprend beaucoup de choses et on est quelque part, on est plongé dans autre chose. On est en Europe, mais on est dans autre chose. On dit qu'il faut quand même un certain temps pour l'apprivoiser, pour justement le découvrir, ce fameux charme qui n'est pas il n'est pas si évident. Il n'est pas si évident, mais vous savez, parfois on peut trouver du charme à des choses qui n'en ont pas. Oui, heureusement. On serait bien malheureux sinon. Alors donc, voilà, c'est une ville que vous avez sentie quand même assez dynamique. Est-ce que c'est une ville jeune, universitaire? Est-ce que ça bouge? Alors, c'est une ville universitaire. Belfast a décidé de passer à autre chose et de retrouver sa joie de vivre. Comment je vais vous dire? Elle veut rentrer dans la cour des grands et à ce titre-là, elle est très dynamique. Elle est très dynamique, si ce n'est comme... L'exemple que j'ai envie de vous donner, c'est la renaissance des anciens chantiers navals d'où est sorti le Titanic. On va en parler tout à l'heure. Ils en ont fait un quartier, bien sûr, teinté de beaucoup de nostalgie. Mais là aussi, ils ont décidé de se réconcilier avec cette histoire qui forcément les a terriblement touchés et assombri leur histoire en plus. Ils sont dans une dynamique. Ça, c'est évident. C'est une ville universitaire très importante. Et à ce titre-là, il y a un entrain, il y a une joie de vivre.
vivre. Et si vous voulez qu'on parle des pubs, on peut en oui. parler. Vous m'ôtez la question, parce que quand vous me dites joie de vivre, moi je dis, mais alors le pub, j'allais dire le pub anglais. Oh, non, je ne devrais pas dire ça. Presque, puisqu'on est en Angleterre. Enfin, on est en Angleterre, on est au Royaume-Uni. Hein. Bon, ceci dit, c'est une tradition, bien sûr, irlandaise que le pub. Oui. Je voudrais simplement vous situer un petit peu Belfast avant de revenir sur le pub. Elle est située au bord d'une rivière qui s'appelle Farset, qui est un affluent de la Lagan. Et elle s'est spécialisée très vite dans le commerce du lin. Et du coup, elle a développé des manufactures et de l'industrie. Et son fleuron, bien sûr, ce sont les chantiers navals. Comment dirais-je, ils sont très très fiers en fait de leur ville, parce qu'ils ont su faire ce passage, ce qui n'était pas du tout évident pour eux, parce que encore une fois, meurtri par l'histoire, Belfast a un caractère trempé, vous voyez, c'est pas... on les sait aussi très sportifs et amoureux de leurs équipes. Oui, bien entendu. Mais je me demande s'ils ne sont pas plus amoureux des pubs, voyez-vous. Voilà. Alors justement, qui est on dit Belfastois? Oui, c'est tout à fait. Pas très joli, hein, au niveau sonore, là, surtout à la radio, c'est pas sympa, mais bon, c'est comme ça qu'on dit. Alors, c'est quoi le mode de vie à la Belfastoise? Ce sont des gens qui sont à l'extérieur, qui vivent, qui sont comme tout le monde. C'est des Méditerranéens, les Belfastois. Je n'ai pas trouvé que c'était vraiment des Méditerranéens. En revanche, ils ont un contact plutôt sympathique. Une fois que vous les côtoyez un peu, ça le fait. Hein. Et quand on les côtoie dans les pubs. Alors voilà, c'est vraiment l'endroit de convivialité par excellence. Le pub, je dirais pas que c'est un mode de vie, mais quelquefois on peut le regretter qu'en France, par exemple, les bistrots ne soient pas aussi conviviaux que cela. Quelle est justement la différence? Est-ce qu'un pub, c'est un bistrot? Parce que nous, on est de la culture des bistrots à Paris. Hein. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Alors, c'est quoi Parce la que d'abord, il y a les décors de ces pubs qui sont absolument sublime. Je voulais... les bouteilles de whisky sur les murs. Oui, les mosaïques, les peintures, une espèce d'épaisseur, comme si vous rentrez dans votre salon. Vous voyez, il y a quelque chose... Alors, on a quelques pubs irlandais à Paris. Oui. Hein, d'ailleurs, si vous allez rue Saint-Denis, je ne sais plus comment il s'appelle, mais là, vous êtes... voilà, je vous dirai ça tout à l'heure. C'est chaleureux. C'est chaleureux. On entre chez quelqu'un qui nous reçoit, finalement. Comme tous les peuples du Nord. Hein. Regardez, même, on va dire, le nord de la France. Vous passez la frontière en Belgique, etc. Il y a cette épaisseur de la convivialité qui tout de suite nous prend. Hein, et puis boire des Guinness. Alors, de la Guinness, la fameuse Guinness. Vous savez qu'on la trouve en boîte, Léa, si vous voulez faire quelques courses maintenant. Donc là-bas, on est obligé de boire une Guinness. On ne peut pas demander un lait fraise dans un pub. Oh, écoutez, vous pouvez tenter. Je ne sais pas comment on va vous regarder, mais vous pouvez tenter de demander un lait fraise. En tout cas, c'est vrai que c'est une institution. Oui. Il faut boire avec eux. Mais il y a des us et coutumes. Voilà. Oui. Hein. Généralement, on va chercher sa consommation au comptoir, et même s'il y a du monde, le barman sait très bien l'ordre d'arrivée des clients. On paye sitôt servi. D'accord. Voilà. Et là commence la chose. Et là commencent les choses. Sachez que si vous partagez, par exemple, votre Guinness avec les locaux, ils sont très bavards, justement. Ils sont curieux de vous. Ils sont curieux de savoir qui vous êtes, ce que vous faites. Vous voyez, mais on les comprend avec leur accent. Alors, parfois, c'est un peu compliqué, je dis pas, hein, mais au bout d'un moment, on s'habitue. L'anglais, ça roule les airs ou pas? Non, ça roule pas. En revanche, si vous parlez en galélique, ça va pas le faire. Hein, je vous le dis tout de suite, ils sont très attachés, malgré tout, à cette langue-là, mais c'est quand même l'anglais qui est le courant. Et tant que vous serez en leur compagnie, il sera bon ton de boire comme eux. Ah oui, avec modération, mais avec modération. C'est-à-dire que si vous voulez un tout petit peu les gruger, vous prenez des half pintes, pendant qu'eux, ils en prennent des... C'est-à-dire complets, la moitié. Mais en tout cas, ils sont très sensibles à ça, à ce que vous partagez ces moments de convivialité. Il y a de la musique aussi dans les pubs? Il y a de la musique, il y a souvent des festivals même, il y a de la musique. On peut y dîner, déjeuner. Quel est le meilleur moment de la journée pour aller au pub? C'est le soir. D'accord. C'est
happy hour. Oui, c'est happy hours aussi, parce que le soir, ça enveloppe. Il y a quelque chose qui se passe le soir, et puis il n'y a pas d'heure. Enfin, au partir du moment où le patron va vous dire de sortir, des fois, ça peut prendre 2 heures avant qu'effectivement les gens ne sortent. Ah, oui. Vous voyez, non, mais c'est vraiment tout un processus. Oui, c'est une culture, mais bien sûr qu'on peut se trouver en face de personnes qui exagèrent, mais moi, de mes yeux, je n'ai pas vu de débordement, majeur à ce niveau-là. Et je voudrais vous recommander pratiquement le plus vieux pub de l'Ulster, qui s'appelle The Crown Bar Liquor Saloon. Chaleureux, plafond en bois, boiserie sculptée, carreaux de mosaïque au sol et vitraux. Tout y est. Style victorien et influence italienne. Vous voyez le genre, oui, c'est absolument magnifique. Aucun changement n'a été fait depuis 1826, date à laquelle il a été fondé. Et si vous pouvez, installez-vous dans des petits compartiments qu'on appelle les snugs, qui permettaient à la bourgeoisie irlandaise de, on va dire, de s'enivrer sans être vue. Léa, si vous avez envie, n'hésitez pas. Les snugs, vous demandez snugs, ils vont tout de suite comprendre, voilà. Et puis, bien sûr, vous pouvez déguster du whisky irlandais, bien entendu. D'ailleurs, à ce propos, il n'est pas si intéressant de l'acheter là-bas, parce que c'est très taxé. Bon, si ce n'est que le plaisir, bien sûr, d'y être et de l'acheter là-bas. Hein, il a un autre goût dans un pub. Voilà, il a un autre goût dans un pub. Et puis, sachez aussi qu'il y a tellement de pubs, ils sont parfois nichés dans des petites ruelles, entre des blocs de maisons, ce qu'on appelle les petites ruelles, les entrailles. Et c'est sympathique d'aller une soirée, d'aller de pub en pub, justement en pénétrant un peu les entrailles de Belfast. Voilà, c'est sympathique, tout à fait sympathique. Alors, les pubs, vous nous avez vraiment donné envie d'y aller. Il y a eu d'autres coups de cœur, je le sais, Fanny. Vous avez eu des coups de cœur dans cette ville. Alors, quoi d'autre encore ? Je voudrais vous dire que vous ne pouvez pas passer à côté du City Hall. Hein, vraiment, c'est un très très bel édifice. Vous ne pouvez pas passer à côté comme je vous le disais tout à l'heure, comment dirais-je, de l'université. Voilà, vraiment, faites un tour. Ah, je voulais vous dire à propos des pubs qu'il existe un historique pub tour. Ah oui, alors ça c'est intéressant. Historique pub tour. C'est-à-dire qu'on va tourner, on va faire la tournée des pubs. Exactement. Léa, à vous de faire. Ça m'intéresse. Ça vous intéresse? Alors, voilà. Vraiment, c'est sympathique. Mais la tournée, attendez, rassurez-moi, pas dans la journée, pas dans la soirée. Écoutez, je ne sais pas. Renseignez-vous auprès du tourisme irlandais. Ils vont vous dire, mais c'est vrai que... Puis en plus, il y a parfois des gens dont c'est le job, on va dire, peut-être, d'étudier les différents pubs, etc., les différentes bières. Enfin bon, voilà, c'est dégustation. Une dégustation, voilà, exactement. Je voulais également attirer votre attention sur, justement, pour revenir un petit peu à l'histoire, au fait qu'il y a dans certains quartiers, enfin dans beaucoup de quartiers, ce qu'on appelle les murals. En fait, ce sont des fresques murales qui reconstituent, qui montrent, en tout cas c'est de l'art street, hein, en fait, l'histoire de ce qui s'est passé depuis, on va dire, 30 jusqu'en 1998. Donc, l'histoire de cette guerre, hein, avec des figures de proue comme Bobby Sands, comme Gary Adams, etc., etc. Donc, il y a plein de peintures, on va dire, qui sont porteurs de messages. C'est dans un quartier. Non, il y en a un peu partout. Hein, il y en a un petit peu partout. C'est toujours à la frontière, évidemment, des quartiers protestants et catholiques. Hein, et ça fait partie, là aussi, d'une promenade, enfin, comme si on allait à Paris, qu'on n'allait pas voir la Tour Eiffel. Je voulais simplement attirer votre attention, puisque nous sommes quand même sur Radio Judaïque FM, que ce street art a beaucoup évolué depuis quelques années et qu'il y a certains messages via les peintures auxquels on n'est pas obligé d'adhérer. Voilà. Je laisse le soin à chacun d'entre nous de comprendre ce que je veux dire. Mais en tout cas, c'est difficile de passer à côté.
parler parce que justement, avec la puissance de ces peintures, on comprend les choses, on les comprend bien, on les comprend bien. Hein, et ça fait vraiment partie du tour touristique, on va dire, normal. Hein. C'est ça. Et alors, le tour, mais cette fois culture. Alors là, il y a des choses quand même, il y a des musées à voir. Vous me parliez hors antenne du musée du Titanic. Ah oui. Alors, et puis voilà, il y a ça a été inauguré en 2012. Ouais. J'ai eu la chance justement d'être présente. Ils ont reconstitué la proue du Titanic, étincelant. 6 étages, enfin on arrive, on est complètement ébloui. Ils l'ont mis à l'endroit où le bateau est parti. Ah ouais. Ils ont reconstitué à l'identique. À ce point à l'identique, c'est qu'à l'intérieur, il y a 9 galeries qui sont des galeries d'explication, où dans chaque galerie, il y a un thème. C'est très très touchant. Je vous donne un exemple. Il y a une galerie où on voit, par exemple, des passagers en hologramme dans les différentes classes, parce qu'à l'époque, il y a des classes, etc. On les voit évoluer et on est dedans, quoi. On vit. Et toute l'histoire de sa construction jusqu'à son naufrage le 15 avril 1912 est expliquée. Et c'est vrai que ça vous prend au cœur. Et donc, ils ont reconstitué donc une partie de ça, du Titanic. Il y a un musée, il y a bien sûr tous les produits dérivés, le mug Titanic, bien la serviette Titanic. Bon, ça, donc c'est quelque chose d'incontournable. Ah oui, c'est un nouveau quartier, hein, c'est un nouveau quartier, enfin un nouveau quartier refait, parce que ça avait été laissé à l'abandon, et que finalement, justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour un peu renouer avec le passé prestigieux, en fait. Les chantiers navals de Belfast, c'était juste quelque chose de prestigieux. Ils ont décidé de renouer aussi avec cette histoire, vous voyez. Et donc, voilà, on montre, c'est la fatalité. Son premier voyage inaugural, ça a été son premier et dernier voyage. C'est comme ça, il y a certainement eu des fautes, pas de fautes. Je voudrais quand même rappeler qu'il y a eu 1500 morts dans cette catastrophe. Tragédie. Environ 850 personnes ont échappé à la mort. Bon, mais ça reste encore dans notre imaginaire quelque chose de... voilà, et je peux rajouter quelque chose, Léa. Si nos auditeurs ont la chance d'aller voir, et j'espère qu'ils vont y aller, il faut aller voir le grand escalier magique parce que Leonardo et Kate ne sont pas loin. Très bien. Alors, on va terminer l'émission par un coup de cœur. Et ce coup de cœur, c'est la chaussée des géants. Vous me disiez, c'est tout simplement grandiose. Oui, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. C'est à 1h15 de Belfast. Vous quittez Belfast et là, vous traversez des contrées absolument sublimissimes. Et je pèse mes mots. Hein. La campagne irlandaise est absolument... fabuleuse. C'est donc à 1h15 de Belfast, on longe la côte, on passe par les vallons d'Antrim, qui est une région, et puis là, voilà, on arrive dans un site, on descend, 3 heures de marche pour descendre à pied, ce que je conseille vivement de le faire. On peut remonter en autobus, hein, d'accord, mais on peut descendre à pied, et là, on arrive sur la vision absolument, je dirais, fantastique de 40 000 colonnes de basalte, la plupart octogonales, qui ont été façonnées il y a 6 millions d'années par la mer sur une coulée de lave. Ah, oui. Et là, la relativité de l'homme et de l'univers s'impose. Il faut se laisser aller, il faut humer l'air, se laisser aller dans ses réflexions. Et rien dire, se laisser porter, c'est quelque chose d'absolument prodigieux. Ne pas aller en Ulster sans aller à la chaussée des géants, qu'on appelle Causeway Giant, c'est pas possible. C'est juste extraordinaire et il y a quelque chose qui se passe dans l'esprit une fois qu'on a vu ça. Vraiment, voilà. Et puis après, quand vous êtes remonté, vous vous arrêtez dans le petit restaurant qui s'appelle The Nook pour reprendre des forces et vous dire que la réalité terrestre, c'est aussi de se restaurer. Mais en tout cas, c'est un restaurant ou c'est un pub c'est un pub-restaurant, on va dire. Un pub-restaurant. Merci la chaussée des géants. Merci beaucoup de nous avoir fait vivre cette ville, cette capitale qui paraît beaucoup plus, attractive
créative après vos descriptions, Fanny. Je voudrais juste quand même que vous nous disiez donniez des petits conseils pratiques. Quelle est la meilleure période pour aller visiter Belfast? Et puis, combien de temps selon vous? D'accord. La meilleure période, c'est bien sûr le printemps. Parce que ouais. c'est tempéré, en fait. Le temps est souvent changeant, mais c'est tempéré. C'est très agréable. Vous pouvez bien sûr y aller en été. Ouais. Les prix montent un petit peu. Il y a beaucoup de monde, mais bon, le printemps me semble tout à fait bien. Vous pouvez également y aller au moment de la Saint-Patrick, au 17 mars, pour plonger complètement dans la pute traditionnelle des traditions. Oui. Le patron de l'Irlande. Pardon? Tout le monde s'habille en vert? Oui, chapeau, tout. Combien de temps à peu près vous conseillez? Pour ce petit tour-là, moi je trouve qu'un midweek c'est pas mal. Du jeudi au dimanche, par exemple, c'est bien. En 2 heures de temps au départ de Charles de Gaulle avec EasyJet, vous êtes arrivé à condition qu'il n'y ait pas de grève. À condition qu'il n'y ait pas de grève, c'est très facile. Et vous êtes ailleurs. C'est vraiment très intéressant. Et puis vous pouvez ramener bien sûr des cardigans, du moelleux, des cardigans moelleux, du cristal, plein de petites choses très très agréables. On retrouve tout ce que vous venez de nous dire sur votre site plaisirplace.fr. C'est ça, le site donc de Fanny Schwarzfeld qui était avec nous ce matin dans Carte Postale. Merci beaucoup Fanny. Merci Léa et bonne année. Bonne année à vous. Pleine de plaisir surtout. Ça, je vous le souhaite aussi. Et puis à très bientôt pour d'autres aventures. Vous allez parcourir le monde pour nous. Avec plaisir Léa, à bientôt, au revoir. Carte Postale, le magazine du voyage.